Alors là, on reste pas dans l'intimisme, on va rester dans les petites structures quand même. Voilà, il y a Monsieur Asselin qui est parmi nous, je vous remercie. Donc le président de la confédération qui n'est plus générale, la confédération des petites et moyennes entreprises. Vous nous direz, donc dans le thème là, de ces conférences sur dans une société de défiance, qu'est-ce qui amène de la confiance. Voilà, beaucoup ici à l'occasion de conférences sur le management, un certain nombre de cadres, notamment ont dit leur défiance envers la manière dont on leur demande de manager, donc notamment de grandes entreprises. On évoque la baisse du tissu industriel français, on évoque la difficulté de la performance économique à l'international pour notre pays. Et donc, voilà, est-ce que les petites entreprises sont un lieu de confiance? Le printemps industriel viendra-t-il des petites entreprises? Voilà, merci je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter et je vous remercie encore. Bon, merci mon père. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je ne suis pas venu pour vous faire une conférence, une leçon de je ne sais quoi. C'est tout simplement voilà, un chrétien engagé, hein, d'abord pour ma famille, mon entreprise, et puis la cause des PME-TPE de ce pays, qui vient partager avec vous eh bien, le fruit de ses réflexions, le fruit de son expérience, et c'est plutôt quelque chose, je dirais, de témoignage, de l'ordre du témoignage que je vais vous livrer, et en même temps, bien sûr, réserver une place à l'échange, parce que j'accepte tout à fait la controverse par rapport à ce que je peux vous exposer ou vous témoigner. Donc j'ai 52 ans, je suis père de 4 enfants mariés, avec Marie-Claire, mon épouse. Nous avons 2 petits-enfants, bientôt 4. Voilà, on a 3 enfants sur 4 qui sont j'ai été pendant 17 ans avec mon épouse aux équipes Notre-Dame, et puis je suis toujours membre des EDC, tout en sachant que je n'ai plus le temps d'être dans ma cellule EDC, malheureusement. Donc j'ai trouvé d'autres lieux de partage. Voilà. Et donc, je dirige une entreprise familiale que j'ai repris. Donc, elle appartenait, c'est mes parents qui l'ont créée en 1957. Et donc, moi, depuis 1993, ça fait 24 ans, je dirige cette entreprise familiale qui est spécialisée dans la restauration du patrimoine en charpente et en menuiserie. Le siège social est à Thouars, dans les Deux-Sèvres. Voilà, c'est un petit peu loin de la Défense, c'est pas tout à fait le même environnement. Nous avons plusieurs agences, une à Vitry-sur-Seine, une petite unité de production en Vendée. Nous sommes aussi présents à l'île de la Réunion, où j'ai ouvert une agence il y a un peu plus de 20 ans. Nous sommes présents aussi aux États-Unis, voilà, à Atlanta. Nous ne fabriquons pas là-bas, mais nous exportons. C'est une PME de 130 salariés. Quand je l'ai reprise, il y en avait 44. Et à côté de cela, j'ai toujours réservé une partie de mon temps à avoir une action, on va dire, sociétale. Voilà. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai commencé à être membre de la Fédération française du bâtiment. J'étais dans le groupe jeune, hein, et mes premières actions syndicales, c'est d'aller dans les collèges de mon département pour parler des métiers du bâtiment, parce qu'à l'époque, je passais plus mon temps à faire des pots de départ en retraite que de recruter des apprentis. On n'en avait pas. On avait ouvert un CFA, un centre de formation des apprentis flambant neuf, et il fallait le remplir. Et donc, avec d'autres jeunes dirigeants, nous allions dans les collèges pour présenter les métiers du bâtiment. J'aime mieux vous dire qu'au départ, on n'était pas très bien reçus. Je me souviens encore une parole d'une mère de famille qui avait dit « Nos enfants méritent mieux que le bâtiment ». Ouais, mais c'est une réalité. Hein. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça. Hein, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une cravate pour être heureux. On s'en rend bien compte. Et petit à petit, au fil des ans, je me souviens, c'était plutôt les principaux de collège qui nous appelaient pour caler le calendrier de l'année, parce qu'on avait bien réussi notre affaire et on avait bien démontré, et avec des faits réels, qu'il y a des secteurs où on peut s'épanouir, où travailler en équipe, travailler dehors, ça convient à certaines personnes, où l'ascenseur fonctionne, où l'ascenseur social fonctionne, enfin bref, voilà. Et puis, j'ai mis un doigt dans le syndicalisme patronal, et puis j'ai passé la main, le bras, et j'y suis un petit peu tout entier, puisque j'ai été élu il y a un peu plus de 2 ans, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous savez qu'en France, au niveau de ce qu'on appelle l'interprofession, vous avez 3 syndicats, 3 grands syndicats. Il y a notre grand frère, le MEDEF,
vous avez la CPME et vous avez, un peu moins connu, l'U2P, qui est plutôt ciblé sur le monde artisanal, sachant qu'on a principalement des artisans chez nous aussi. Nous faisons partie de ces partenaires sociaux qui se mettent autour des tables de négociation pour essayer, c'est pas toujours facile, de signer des accords. C'est le cas en ce moment autour de l'UNEDIC, hein, par exemple. Mais il y a plein d'autres domaines. La CPME, nous sommes présents dans tous les départements, toutes les régions, y compris dans les départements et régions ultramarines. Et nous avons 200 branches professionnelles qui sont adhérentes à la CPME. Ça peut passer bien sûr par la Fédération française du bâtiment, l'UMM, donc l'industrie, mais j'ai aussi les bouchers, j'ai les fabricants de cigares, je le cite toujours parce que c'est une toute petite fédération. Voilà, on va dire, il y a la moitié de Rungis qui adhèrent à la CPME. Vous avez des sociétés de services, des sociétés dans le commerce, enfin voilà. Donc c'est 200 branches professionnelles. Et au total, ça couvre le champ de l'ensemble des PME-TPE, sachant qu'en France, vous avez un peu plus de 3 millions d'entreprises. Dans ces 3 millions d'entreprises, vous avez 5000 grandes entreprises. Elles sont présentes ici par leurs sièges sociaux pour la plupart, hein, à la Défense. Hein. Et puis vous avez plus de 3 millions de TPE et PME. Et parmi ces 3 millions de TPE et PME, vous avez 1 640 000 entreprises qui ont au moins un salarié. Donc c'est considérable. Nous sommes un géant économique, hein, c'est 98,5% du nombre d'entreprises, mais je ne le crie pas trop fort, mais je vous le dis entre nous, hein, nous sommes un nain politique. Parce que bien souvent, les décisions qui sont prises, les actes posés ne correspondent pas au tissu des entreprises et des entrepreneurs que je représente. Hein, alors je peux vous expliquer pourquoi. Hein. C'est que tout simplement, eh bien, l'organisation est faite de telle façon que de moins en moins de personnes comme moi sont engagées dans la vie politique. Hein, alors on peut toujours houspiller nos hommes politiques, mais si nous, chefs d'entreprise, j'irai même au-delà, si nous, chrétiens, nous n'y allons pas, ne nous étonnons pas que d'autres prennent des décisions qui ne nous conviennent pas. Donc, plutôt que de fustiger nos hommes politiques, parfois il y a de quoi, eh bien, engageons-nous. C'est ce que j'ai fait au niveau de la CPME, hein, pour porter la voix et défendre les PME et les TPE. L'autre raison aussi, c'est que finalement, nous avons quelque part laissé notre bonheur entre les mains d'autres que nous, qui ne connaissent pas notre réalité de vie. C'est-à-dire que, bien souvent, je le vois par exemple, je l'ai constaté dans plein de domaines, hein, que ce soit social, économique ou autre, on laisse ces questions-là entre les mains d'hyper spécialistes. Je ne remets absolument pas en cause leurs compétences, chacun dans leur domaine, mais malheureusement, ces compétences sont plutôt celles des grandes organisations, des grandes entreprises, et finalement très peu des entreprises de terrain, comme celles que je dirige et que je connais très bien. Et c'est comme ça que souvent, eh bien, on l'a vu à travers la loi sur le travail, la loi El Khomri, eh bien, vous avez finalement un projet de loi qui est très loin à l'arrivée et qui ne va rien changer, sinon complexifier la réalité des PME et des TPE, qui sont quand même 98,5% de nombre d'entreprises dans notre pays. Alors comment un chrétien, qui se dit chrétien, qui essaye d'être en cohérence avec sa foi, peut-il imprimer un élan, peut-il imprimer une sorte de cohérence entre ce qu'il vit, entre ce qu'il croit et ce qu'il fait, au sein d'une organisation syndicale? Mais ça vaut aussi pour le champ politique. D'abord, je crois qu'on a un devoir de formation. Ça fait des années que je travaille autour de la pensée, ou ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire que j'ai toujours été questionné par moi chrétien et mon métier de chef d'entreprise, comment je peux mettre ça en cohérence, hein, sachant que l'entreprise, qu'elle soit d'ailleurs grande ou petite, est traversée par tellement de contraintes, tellement de pression, qu'il faut, dans ce lieu extrêmement contraint, hein, comment peut-on donner des perspectives, de l'envie,
aux gens avec lesquels eh bien, on évolue, avec lesquels on travaille. Et la pensée sociale de l'Église nous donne quand même des clés de réflexion, sans nous donner toutes les réponses, mais en tout cas nous donne les rails sur lesquels on peut rouler, on peut avancer. Alors, j'ai résumé, j'ai fait un petit peu j'ai picoré dans plusieurs éléments, dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, dans ce petit ouvrage édité par les EDC, j'ai pioché dans différentes encycliques, des notions évidentes, mais que je vais vous rappeler, parce que c'est important de repartir quand même, de se rassurer sur certains éléments. Par exemple, on trouve que le marché est cruel, mais la sphère économique n'est par nature ni éthiquement neutre, ni inhumaine, ni antisociale, elle appartient à l'activité intrinsèque de l'homme, et justement, parce qu'humaine, elle doit être structurée et organisée institutionnellement de façon éthique. C'est-à-dire que les échanges, l'économie de marché, c'est vieux comme le monde. Ça fait partie intégrante de l'activité humaine. Par contre, ce que nous disent nos pères de l'Église, c'est justement, comme c'est une activité humaine, eh bien, rendons-la éthique. Il faut l'organiser. Ce qui veut dire que l'économie est au service de l'homme, et pas l'inverse. L'esprit d'initiative, ça aussi c'est intéressant. Chacun a le droit, c'est pas moi qui le dis, je l'ai repris dans plein d'ouvrages, chacun a le droit d'initiative économique. Chacun usera légitimement de ses talents pour contribuer à une abondance profitable à tous et pour recueillir les justes fruits de ses efforts. Cet enseignement met en garde contre les conséquences négatives qui dériveraient de la mortification ou négation du droit d'initiative économique. Mais ça, c'est une hymne à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ce que nous dit l'Église, c'est que nous sommes tous des créateurs. Là où on soit, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit salarié, il faut que l'esprit d'initiative traverse notre activité professionnelle. Et après, je vais expliquer comment notre environnement nous demande l'inverse. On vit un vrai paradoxe. Le rôle de l'entreprise. L'entreprise doit se caractériser par la capacité de servir le bien commun. Et là aussi, je vais revenir sur cette notion. De la société grâce à la production de biens et de services utiles. L'objectif de l'entreprise doit être réalisé en termes et avec des critères économiques, mais les valeurs authentiques permettant le développement concret de la personne et de la société font partie intégrante de cet objectif. Et ça aussi, deuxième notion, très importante, c'est-à-dire que l'entreprise est un bien commun. Et si on avait cette vision de l'entreprise, j'aime mieux vous dire, la façon dont est organisé le dialogue social serait complètement autre. L'argent, ce fut un thème de l'évangile de ce jour, l'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est bien sûr un moyen d'échange bien pratique et non pas une fin. C'est la façon finalement dont on le gagne ou l'acquiert et la façon dont on le dépense qui peut être bonne ou mauvaise. Le profit. Eh bien, le profit, la doctrine sociale reconnaît la juste fonction du profit comme premier indicateur du bon fonctionnement de l'entreprise. Ça veut dire que l'Église reconnaît qu'une entreprise, eh oui, doit être profitable. Quand une entreprise génère du profit, cela signifie que les facteurs productifs ont dûment été utilisés. Cela n'empêche pas d'avoir conscience du fait que le profit n'indique pas toujours que l'entreprise sert correctement la société. Il est indispensable qu'au sein de l'entreprise, la poursuite légitime du profit soit en harmonie avec la protection incontournable de la dignité des personnes qui y travaillent. La poursuite légitime du profit doit aussi être en harmonie avec l'environnement direct et indirect de l'entreprise. Le profit est un élément indispensable pour contribuer à la pérennité de l'entreprise. Et là, c'est souvent ce qui nous sépare entre la PME et la grande entreprise, parce que l'actionnaire dans la PME, on le connaît, c'est le patron, à condition qu'il soit réinvesti totalement ou partiellement dans celle-ci. En clair, l'entreprise, c'est un bien commun d'une petite, plus ou moins grande communauté humaine, mais qui vit dans un environnement qu'on peut appeler la société. Nous avons, en fait, une responsabilité sociale et sociétale lorsque on dirige ou lorsqu'on travaille au sein d'une entreprise, ce qui fait que cette notion de bien commun devrait être au cœur de toutes les discussions que nous pouvons engager avec ce qu'on peut appeler
les partenaires sociaux, ou si on n'en a pas, avec nos salariés dans les entreprises. Alors comment se fait-il que lorsque on négocie au niveau des partenaires sociaux, on soit si mauvais, parce que franchement on n'est pas bon, au niveau du dialogue social, on n'arrête pas de se foutre sur la figure, les uns les autres, et comment ça se fait que finalement sur le terrain, c'est absolument une réalité différente que l'on vit. Je ne dis pas que dans toutes les entreprises, ça fonctionne parfaitement bien. Vous savez, le dialogue, il suffit d'être deux pour commencer à s'aimer ou à se détester, puis c'est cyclique. Donc le dialogue est une exigence au quotidien. Par contre, dans les PME, les entreprises, on va dire, patrimoniales, où c'est le patron qui est l'actionnaire, propriétaire de l'entreprise, globalement, dans l'immense majorité, ce n'est absolument pas cette réalité sommitale du dialogue social que l'on vit. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que nous vivons des réalités de terrain. Il ne suffit pas de faire des réunions toutes les 2 heures pour constater que si l'atelier est vide, ça va mal se passer. L'angoisse des uns et l'angoisse de l'autre. Le succès de l'un et le succès des autres. Et en même temps, on se rend compte que tout le monde est en quête de sens, y compris les chefs d'entreprise, et aussi bien les salariés, ou en tout cas ceux qui postulent pour entrer dans les entreprises. C'est-à-dire que ce qu'on constate, et je trouve que c'est une bonne nouvelle, maintenant à nous, chefs d'entreprise ou managers, d'être à la hauteur de ce défi, c'est que les jeunes qui frappent à la porte de nos entreprises sont plutôt en mode projet qu'en mode rejet. Et ils sont en recherche de sens. Et s'ils adoptent, s'ils rentrent dans votre entreprise, c'est qu'avant tout, ils aiment connaître quel est le projet de votre entreprise et à travers le projet de votre entreprise, comment ils vont pouvoir s'y réaliser. Et ça change beaucoup de choses. Nous, managers, nous, chefs d'entreprise, c'est un vrai défi pour nous, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, on a un outil que nous livre la doctrine sociale de l'Église, c'est cette question de bien commun. Il y a une petite vingtaine d'années, ça faisait 7-8 ans que j'avais déjà repris l'entreprise, je ne comprenais pas comment l'ensemble de mes salariés était aussi ingrat avec le dirigeant que j'étais, parce que je me trouvais très généreux, je trouvais que je donnais beaucoup de moi-même, et qu'en retour, j'avais peu de compréhension. Et je me disais, finalement, quelle ingratitude, et j'ai fini par me poser la question, mais finalement, le problème vient peut-être de moi. Et là, j'ai demandé à me faire accompagner, j'ai rencontré plusieurs consultants, et j'en ai trouvé un qui, la Providence est tout le temps là, je ne le savais pas, était catholique, avait travaillé sur la doctrine sociale de l'Église, et qui connaissait très bien ce genre de situation, et donc, qui m'avait dit, mais monsieur Asselin, est-ce que vous pensez que l'ensemble de vos salariés considèrent l'entreprise comme un bien commun? Pourquoi cette question? Parce qu'il dit, si pour vous c'est clair, pour eux ça ne l'est pas. Donc si ça ne l'est pas pour eux, c'est que soit par vos actes, soit par votre management, vous n'avez pas su, entre guillemets, leur faire comprendre que l'entreprise Asselin était un bien commun. Bon, alors je dis, on fait comment? Ben, il dit, il va falloir commencer à apprendre à déléguer, à expliquer, à jouer la transparence, à vous faire entourer, et puis après on va s'occuper de vos salariés. En fait, ce qu'il me disait, c'était un petit peu comme Jésus-Christ, de me mettre en croix, voilà, de m'exposer et de faire confiance à ceux en qui, moi, je mettais ma confiance, mais à qui je ne l'avais pas transmise, finalement. Hein? Parce qu'entre faire confiance et la transmettre, il y a un acte, quand même, à poser entre les deux. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Hein? C'est-à-dire que j'ai écouté chacun. À l'époque, nous étions un petit peu moins de 100, hein, donc j'ai pris beaucoup de temps à le faire. Hein. Et puis après, eh bien, j'ai mis en place, j'avais des instances représentatives du personnel, j'avais déjà un comité d'entreprise à l'époque, j'avais un CHSCT, mais je les utilisais très mal, finalement. Hein. Et donc, j'ai commencé eh bien, à partager avec eux l'avenir de l'entreprise. Voilà. Et puis, alors, expliquer comment ça fonctionnait, hein, comment ça pouvait mieux fonctionner, leur expliquer notre environnement, le marché, des choses très basiques, très simples, mais pour que tout simplement, ils s'impliquent
dans l'histoire et dans l'aventure de l'entreprise. J'ai rapidement mis en place un comité de direction, et puis ce comité de direction, je l'ai fait accompagner à son tour. Et puis, bien, petit à petit, je suis passé en fait d'un dialogue social parfois que je trouvais contraint, en un dialogue social complètement serein. Et quand il a fallu, il y a 7-8 ans, eh bien, procéder à des licenciements économiques, parce qu'il a fallu le faire, ça s'est passé, je vous assure, dans une très grande sérénité. Et finalement, ce n'est même pas moi qui ai pris, entre guillemets, la décision, c'est bien sûr moi qui ai signé les papiers, c'est moi qui ai reçu les personnes, mais c'est collectivement une décision qui a été portée, sans drame outre mesure. La façon dont on construit le dialogue social dans notre pays est complètement l'inverse de cela. C'est-à-dire qu'on construit un dialogue social contraint et absolument pas serein. C'est-à-dire qu'on nous demande de formaliser tout ce qui est dialogue. Et comme je dis, on arrive à nous faire écrire ce qu'on doit se dire, et plus on écrit le code de l'amour, plus on tue l'amour. C'est-à-dire qu'on est en train d'enlever tout espace de liberté. Nous sommes astreints, par exemple, tous les ans, vous connaissez certainement cela, certains d'entre vous, à négocier ce qu'on appelle la négociation annuelle obligatoire, dans laquelle on doit répondre au plan égalité homme-femme, au plan senior, au plan pénibilité, maintenant au droit de la déconnexion. En même temps, on vous demande de numériser les entreprises. On doit faire des entretiens individuels obligatoirement tous les 2 ans. Non pas que ça soit pas bien l'entretien individuel, hein, je défends l'entretien individuel. Mais si vous ne le faites pas, ou si vous n'avez pas rempli le formalisme que vous demande la loi, vous risquez potentiellement 1% de pénalité sur la masse salariale de votre entreprise ou 3 500 € d'amende par salarié. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans mon entreprise? Lorsque l'entretien individuel était devenu obligatoire, j'ai sorti la liste du personnel, j'ai sorti les entretiens individuels, on a regardé où il y avait des trous, on est allé faire contresigner tous les entretiens individuels aux salariés pour éviter qu'on nous fasse un mauvais procès en disant « vous l'avez rempli tout seul sur le coin d'un bureau ». Et là où l'entretien individuel était un acte où parfois d'un tête-à-tête, ça se transformait en cœur à cœur, et ce que je vous dis, je l'ai vécu et je le vis encore, eh bien, on a transformé ça en acte administratif pour éviter les 3 500 € d'amende en cas de visite de la patrouille. Voilà. Il en est de même pour plein d'autres actes. C'est-à-dire que lorsque vous êtes patron d'une PME, moi, je n'ai pas de service de RH. Je me débrouille avec mes proches collaborateurs pour essayer d'avoir une politique RH qui tient, relations humaines, hein, qui tient la route. Hein. Mais nous passons notre temps à faire du formalisme et on passe complètement à côté du vrai dialogue. Qu'est-ce qui intéresse, moi, mes salariés? Je peux vous le dire. C'est, dis donc, François, c'est quoi l'activité, là, pour l'année prochaine, pour les 6 prochains mois? Et puis, les heures sup, là, tu nous les payes, on les récupère, comment on fait? Comment on organise le truc? Hein? Bon, et puis, là, on est un peu en tension, là. Faudrait peut-être, voilà, François, un petit peu, voilà, sur ce poste-là, penser à renforcer un petit peu l'équipe, etc. Puis là, tiens, il y en a un qui... Je veux dire, c'est des choses profondément humaines. C'est pas la pile de papier qu'on va signer entre nous qui les intéresse. Alors je ne dis pas qu'il ne faut aucun formalisme, mais aujourd'hui, finalement, l'entreprise qui a une démarche RSE, hein, responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, économique, cette entreprise qui a une démarche RSE, si elle se fait visiter par ce que j'appelle la patrouille, l'URSSAF ou l'inspection du travail, hein, on va regarder si elle a fait son plan égalité homme-femme, son plan senior, son plan pénibilité, si elle a fait ses entretiens individuels. Si jamais elle a loupé le formalisme, boum, la sanction tombe. Cette même boîte, qui a une démarche RSE, beaucoup plus collaborative, beaucoup plus englobante, beaucoup plus profonde, on s'en fiche complètement. Complètement. Alors que ça, c'est le vrai dialogue. Parce qu'on participe tous ensemble au bien commun qu'est l'entreprise. Et lorsque je rencontre les partenaires sociaux, y compris la CGT. Martinez, je vais le voir, pas très souvent, mais plusieurs fois par an, hein, pour parler comme je vous parle, pour dire, mais vous êtes complètement à côté de la plaque par rapport à ce que vivent la réalité des salariés que vous croyez représenter. Ils n'attendent pas qu'on en rajoute une couche administrative en se disant, bah, tiens, il y aura une obligation supplémentaire, ça va améliorer le dialogue. Non, ce qu'ils attendent, c'est qu'ensemble, on reconnaisse que l'entreprise est un bien commun. Ils ont besoin de ce message. Et nous aussi, chefs d'entreprise, chacun dans son rôle.
Moi, en tant que chef d'entreprise patrimoniale, j'accepte le risque. En contrepartie, eh bien, les salariés, je leur dois le juste salaire, la juste protection, mais ils doivent aussi la juste implication qui permet eh bien, à pérenniser le bien commun qu'est l'entreprise. Et finalement, les personnes que je rencontre en face de moi sont plutôt des gens structurés intellectuellement de façon remarquable, je le dis, mais qui ne connaissent absolument pas cette réalité de la PME patrimoniale, parce qu'ils sont issus, pour l'essentiel d'entre eux, du monde de la grande entreprise, et sont devenus, ce que je ne deviendrai pas, je vais vous expliquer pourquoi, mais des syndicalistes professionnels. Le drame, souvent, dans notre pays, c'est que, eh bien, au bout de quelques années, on n'est plus celui pour lequel on était embauché. C'est-à-dire que le premier tour syndical est obligatoire. Où est la démocratie sociale? Par exemple, quand vous devez faire des élections délégués du personnel, comité d'entreprise CHSCT, le premier tour doit être réservé pour les organisations syndicales. Je n'ai rien contre, mais le résultat, c'est 4% de présence syndicale dans les entreprises du secteur marchand. Un échec cuisant. Vous vous rendez compte? La loi rend obligatoire le premier tour syndical, et résultat, que 4% de présence syndicale dans les PME et les TPE. Donc, visiblement, le premier tour syndical ne fonctionne pas. Par contre, toutes les organisations syndicales s'accrochent à ça. Deuxièmement, quand vous prenez un mandat syndical, vous pouvez être syndicaliste à vie. Je n'ai rien contre, mais ce que je défends, pourquoi pas, au bout de 2 mandats syndicaux dans la même entreprise, eh bien, on revient à son poste de travail. J'avais embauché un charpentier, 10 ans après, c'est pas un syndicaliste que j'avais embauché, c'était un charpentier. Ce que j'ai fait à la CPME, quand je suis arrivé, j'ai modifié les statuts. Le président, aujourd'hui de la CPME au niveau national, ne peut faire que 2 mandats. Après, on est foutu dehors. Dans toutes les instances territoriales, régionales et départementales, j'ai engagé une réforme aussi profonde où je veux qu'il s'astreigne la même chose. 2 mandats, hop, place aux jeunes ou place à un autre. Dans les structures syndicales, si jamais on transformait, je dirais, le syndicalisme comme cela, en une matière vivante, où on soit obligé de transmettre. On sait ce que ça veut dire, nous, chrétiens, transmettre. Quand on voit la difficulté qu'on a voilà, avec les générations, etc., pour transmettre la foi. Mais c'est un petit peu la même chose dans le domaine syndical. C'est-à-dire qu'on a accroché le fromage, et on ne le lâche plus. Et finalement, on oublie complètement ceux que l'on doit servir. Et si, par exemple, on repositionnait avec ces 2 mesures, je dirais, la place des syndicats dans notre pays, eh bien, j'aime mieux vous dire que l'offre syndicale se décalerait complètement entre la gestion du conflit et la préservation du bien commun. J'ai entamé récemment une délibération interprofessionnelle avec l'ensemble des partenaires sociaux. Donc les 5 centrales syndicales sont autour de la table, pas loin d'ici, à la CPME. On va se retrouver très prochainement au mois d'avril pour une 2e séance de négociation autour de la RSE. Parce que je veux complètement décaler, je dirais, le prisme du dialogue social. Pour lancer cette délibération, je suis allé voir à plusieurs reprises chacun des syndicats de salariés, leur secrétaire général, Berger, Martinez, Philippe Louis, la CFE-CGC, Omril aussi, et puis Jean-Claude Mailly, pour leur dire, écoutez, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait quelque chose à faire ensemble qui montrerait que les partenaires sociaux, il faut s'attacher au corps intermédiaire, c'est le principe de subsidiarité, que les partenaires sociaux puissent montrer un autre visage et parler de l'entreprise du dialogue en des termes différents de ce qu'on a connu à travers la loi sur le travail. C'est quoi la stratégie que je défends à travers ça? C'est de se dire qu'il faut encourager la vertu. Encourageons la vertu. Et ce que je défends comme idée, c'est de se dire que toute PME, je ne le fais pas pour les grandes entreprises parce que ce n'est pas mon sujet, je ne connais pas la grande entreprise de l'intérieur, mais toute PME qui a une démarche RSE
Vous savez que la RSE, c'est sur 3 piliers. Pilier environnemental, performance économique, performance sociale. À partir du moment où elle est labellisée RSE, avec les parties prenantes impliquées, donc les représentants des salariés, eh bien pourquoi on ne lèverait pas tout un tas d'obligations? Parce que intrinsèquement, la démarche RSE comprend ces obligations, qui ne deviennent plus des obligations, mais qui deviennent une nécessité. Le plan égalité homme-femme, les entretiens individuels, tout ça fait partie du pilier social de la démarche RSE. Et l'idée que je défends, c'est que si chaque année, l'entreprise qui a son label RSE l'envoyait à la directe, par exemple, donc l'inspection du travail, aux URSSAF, et sur tout un champ, elle ne serait plus contrôlable. Elle devrait continuer à respecter le droit du travail, mais on ne viendrait plus la contrôler sur uniquement ce qui intéresse, entre guillemets, le législateur, à savoir le formalisme et la loi. Et qu'on la laisse évoluer avec ses salariés dans cet espace de liberté qui est de construire le bien commun de l'entreprise. Ils ont tous répondu présent. On a eu une première séance de négociation qui s'est très bien passée. J'attends la deuxième. J'ai quelques difficultés, je ne vous le cache pas, avec le MEDEF, qui est réticent. Mais c'est pas grave, hein. J'ai eu une séance hier soir avec eux, j'espère les raccrocher à ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est ça le vrai dialogue social. C'est-à-dire qu'on avance tous dans la vie, avec nos qualités, nos défauts, nos misères, nos pauvretés. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, je ne sais pas si je suis un bon patron, c'est même pas la question. Mais en tout cas, ce que je dois partager avec mes salariés, il y a des bons salariés, il y a des moins bons. Ils ont les mêmes problèmes que moi, ils ont les mêmes misères que moi. En attendant, il y a une chose qu'on doit partager ensemble, c'est le bien commun. Et autour de la RSE, on peut remettre l'offre syndicale autour de ce qui nous parle, nous, chrétiens, dans le monde économique, dans le monde de l'entreprise, qui est le bien commun de l'entreprise. Ça paraît tout bête, cette notion, c'est pas très grand public, mais je peux vous dire que ça repose sur des critères profondément chrétiens. Et donc je pense qu'il faut travailler, je dirais, dans ce sens par rapport au dialogue social. Il faut arrêter d'avoir peur de perdre son précaré, parce que c'est de cela qu'il s'agit, parce que chacun veut garder son fromage. N'ayons pas peur, entre guillemets, de vouloir de se libérer de certaines contraintes. On retrouvera un espace de liberté. Il y a 3 choses sur lesquelles j'ai appuyé toute l'action de la CPME, puisqu'on a sorti notre feuille de route jusqu'en 2020. 3 principes dont je me suis vraiment inspiré de la pensée sociale de l'Église. C'est que, premièrement, dans toutes nos actions, dans tout ce qu'on porte comme projet à la CPME, parlons positivement de la valeur travail. Les Français sont des bosseurs. Faut pas se raconter d'histoire. Et ceux qui n'ont pas de travail sont plus malheureux que ceux qui en ont. Voilà. Alors c'est sûr, vous en aurez toujours qui profitent du système. Mais ce n'est pas la majorité. Parlons positivement de la valeur travail. Voilà. Quand on parle, par exemple, du travail en termes de pénibilité, moi, ça me révolte. Non pas qu'il n'y ait pas un sujet autour de la pénibilité. Mais je ne connais pas d'autre solution que de mettre un homme debout, ou une femme, en la mettant au travail. C'est structurant, le travail. On ne se raconte pas d'histoire. Alors après, il y a des endroits où, effectivement, c'est plus ou moins bien vécu, où la tension, etc. C'est là où il faut mettre en place le bien commun comme premier objectif de l'entreprise. Deuxièmement, acceptons un petit peu moins de sécurité pour retrouver de la liberté dans le domaine économique et social. C'est une notion très dure à défendre. Parce que je suis comme vous, j'aspire à la sécurité, mais en même temps, on est en train de se piéger tous ensemble à travers cette notion de sécurité. On a une vraie faillite du rebond dans notre pays. On a une vraie faillite du rebond. Combien de salariés que je connais, il y en a peut-être dans cette salle, aimeraient changer d'organisation parce que l'ambiance est pourrie, mais ne le font pas parce qu'ils ne savent pas où rebondir. Combien de chefs d'entreprise, et j'en connais et je l'ai vécu, sont tétanisés à l'idée d'embaucher parce que si on ne tombe pas sur le bon numéro, si jamais il y a un retour économique, il n'y a pas assez de canne de commande pour payer tout le monde, eh bien, avec les contraintes qu'on a, on ne s'en relève pas. Combien, à travers le principe de précaution, on a transformé tout cela en principe d'inaction? C'est profondément injuste. En termes de sécurité du travail, on a une obligation de résultat, avec la faute inexcusable. L'obligation de moyens ne suffit plus.
bien, j'aime mieux vous dire que beaucoup d'artisans aujourd'hui arrêtent l'apprentissage de mineurs. Parce que quand vous signez un contrat d'apprentissage avec un mineur, c'est pas un contrat de travail que vous signez, c'est une adoption. Et ce que je vous dis, c'est vrai. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à un accident avec un apprenti mineur, le parquet poursuivra systématiquement le chef d'entreprise. Le même accident qui arrive avec ce jeune dans sa famille, le parquet ne ira pas poursuivre les parents. C'est bien normal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne fait pas exprès de mettre en danger un apprenti. Le sujet n'est pas là. Bien sûr qu'il faut protéger tout le monde. Mais aujourd'hui, par ce principe de précaution et de ce faute inexcusable, on veut tellement trouver le coupable. Ah, on en a un, c'est le mandataire, c'est le chef d'entreprise. Allons-y, on va tout lui coller. Et ça concerne tous ceux qui, dans le pays, prennent des responsabilités. Les chefs scouts, les maires des petites communes. Vous pouvez prendre le président d'association. Ça concerne tout le monde. Si bien qu'à la fin, eh bien, vous avez des artisans qui me disent François, moi, l'apprentissage, c'est terminé. J'ai donné. Fini. Voilà. Comment va-t-on construire une société si on n'accepte pas, c'est le troisième pilier, d'encourager la prise de risque plutôt que de la sanctionner? Voilà. Et ça, c'est une vraie maladie. On est tous victimes et tous coupables. S'il nous arrive un problème à l'hôpital, on va chercher à comprendre pourquoi. Et en plus, on va dire, je vais peut-être porter plainte contre le corps médical. À tort ou à raison, je ne fais pas, je mets simplement le sujet, je dirais, en perspective. On vit la même réalité, le même problème dans le milieu économique, où par exemple, on vous demande de vous numériser, allez-y, et en même temps, on vous demande de négocier le droit à la déconnexion. Alors, je suis d'accord, il ne s'agit absolument pas d'harceler tous vos salariés avec des mails que vous envoyez toutes les nuits. Mais moi aussi, bon sang, j'ai envie de vivre le droit à la déconnexion. Je suis comme tout le monde. Donc sur des questions comme celle-ci, entre nous, si l'entreprise est un bien commun, on peut trouver des voies de bon sens. Voilà. Plutôt que d'en faire un sujet où tout ce qu'on va écrire peut être retenu contre nous en cas de conflit. Voyez? Il faut vraiment changer de direction, changer de paradigme. Et je vais terminer, après on pourra peut-être passer aux questions, mon exposé en disant que il y a peut-être, à travers tout cela, d'abord, je suis très confiant pour l'avenir, malgré, je dirais tout ce que je viens de vous dire, je vais peut-être plomber un petit peu l'atmosphère, mais je suis très confiant pour l'avenir. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, je trouve qu'on a une jeunesse brillante, qui est plutôt en mode projet qu'en mode rejet. Moi, je le constate tous les jours, et je ne suis pas le seul à le constater. Deuxièmement, je pense que nous sommes arrivés vraiment au bout d'un cycle, dans plein de domaines, et on en est tous conscients. C'est-à-dire que je pense que tous les Français que nous sommes, une majorité, est prêt à accepter aujourd'hui des réformes structurelles qu'il y a quelques années, ou même quelques mois, on était moins enclin à accepter. On sent que de toute façon, on ne pourra pas tenir comme ça tout le temps. Il faudra bien bouger les curseurs, et d'une façon plutôt franche, et en même temps, arrêtons de nous faire des nœuds dans la tête. Arrêtons de nous faire des nœuds dans la tête. Est-ce que la France, alors c'est peut-être pas le sujet, mais est-ce que la France des 39 heures était plus anxiogène que la France des 35 heures? Est-ce que la France de la retraite à 65 ans était plus triste que la France de la retraite à 63 ans? Je ne pense pas que ça soit, ce sont des sujets, mais je ne pense pas que ça soit, je dirais, on s'accroche à des chimères. Regardez ce qui se passe en dehors de chez nous. Le salaire minimum en Allemagne est à 700 €. En Angleterre, le contrat de travail peut être à 0 heure. On est loin de tout ça en France. Et je ne dis pas qu'il faille mettre ça en place. Mais arrêtons de nous faire des nœuds dans la tête par rapport à des choses qui finalement sont des chimères. Voilà. Et retravaillons sur cette notion de bien commun qui est l'entreprise. Et là où je voulais terminer, j'ai enfin y arrivé, c'est que je crois de plus en plus que nous sommes dans un cycle où c'est d'en bas vers le haut qu'il faut travailler et de moins en moins d'en haut vers le bas. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis, toutes les expériences que je traverse, tout ce que je vis, finalement, ça fonctionne. Eh bien, c'est ça qui doit imprimer le haut et non plus l'inverse. Et c'est exactement la position et le contre-pied que je prends dans le dialogue social à travers la RSE. Partons des expériences de terrain qui fonctionnent et qui rendent les gens heureux. Malgré toutes les contraintes que peut subir l'entreprise, ça rend les gens heureux parce qu'on a donné du sens au travail et parce qu'on a donné du sens, nous, patrons de PME, au capital.